Anne Dalvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast. Dans ce 62e épisode du podcast, nous recevons Betty Kefelec, maîtresse de conférences en droit public à l'UBO, et Matteo Carnelutti, ingénieur principal à l'Institutional Data Initiative de l'école de droit d'Harvard. Et ils nous présentent leur publication de janvier 2025, coécrite avec Christy Muck, bibliothécaire à l'école de droit d'Harvard. Les trois auteurs nous y mettent en garde sur la pertinence de l'emploi de LLM, pourtant optimisé par RAG dans le domaine du droit français, et mettent en pratique une grille d'évaluation poussée afin de mesurer la précision et la pertinence des résultats obtenus. Bonne écoute. Betty Kefelec, bonjour. Bonjour Josquin. Matteo Carnelutti, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. Je vous reçois parce que vous avez sorti récemment un papier auprès de l'école juridique d'Harvard qui s'intitule Open French Law RAG, papier que vous avez publié à Troyes avec Christy Muck, et qui analyse de façon critique et approfondie la possibilité de créer un LLM à partir des sources du droit français interrogeables en anglais directement. Il y a une couche supplémentaire. On s'est concentré pas nécessairement sur le modèle en lui-même, mais sur une application de ce qu'on appelle RAG, donc Retrieval Augmented Generation. Je crois qu'en français, on dit génération augmentée par récupération. Je crois que c'est le terme utilisé le plus souvent. Donc l'idée, c'est d'utiliser un modèle standard, par exemple GPT-4 ou Llama 2, et derrière de lui accoler une base de données ou une base de savoir qui va injecter des informations supplémentaires au moment où on pose des questions. On rentrera peut-être dans les détails un peu plus tard, mais c'est juste la distinction entre le modèle reste un modèle standard, mais c'est des informations qu'on vient ajouter au moment de la requête. Betty Kefelec, tu es enseignante-chercheuse en droit public à l'Université de Bretagne occidentale. Tout à fait. Ton domaine de prédilection? C'est le droit de l'environnement marin. Matteo, toi, tu es ingénieur principal à l'Institutional Data Initiative? C'est ça. Et associé au Harvard Library Innovation Lab, donc toujours à l'école de droit d'Harvard. C'est ça, pour les deux. Et tu y es en tant que ingénieur informaticien. C'est ça, tout à fait. Et donc Christy, votre collaboratrice, elle est bibliothécaire, toujours dans le même laboratoire. C'est ça. Ce laboratoire, qu'est-ce que c'est? À l'époque où on a lancé ce projet, j'étais ingénieur là-bas au Harvard Library Innovation Lab. Donc ça fait partie de la bibliothèque de l'école de droit de Harvard. Et on s'intéresse à tout ce qui est à l'intersection de la science de l'information, de la technologie et du droit. Je dirais que pour ce projet-là en particulier, on a à peu près tous les éléments. La question qu'on s'est posée dès le départ, c'était l'idée de savoir comment ce moment dans l'intelligence artificielle, après la sortie de ChatGPT et avec toute cette effervescence, interrogeait notre relation au savoir. Donc on en retrouve un peu avec tous ces tenants de la science de l'information, la technologie et le droit pour ce projet-là en particulier. C'est quand même une équipe un peu particulière que vous avez constituée avec vraiment trois domaines de compétences assez différents. Du coup, je pense que ce serait intéressant de comprendre un peu l'histoire de cette publication. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler ensemble? Et comment finalement ces interactions, ces domaines de compétences différentes ont construit le projet? Oui, tout à fait. Donc, pour moi, ça a commencé au printemps 2023. Donc, on était quelques mois après la sortie de ChatGPT, encore une fois. Et il y avait une effervescence, évidemment, autour de l'intelligence artificielle. Tout le monde se posait des questions sur ce que ça changeait, ce que ça changeait pas. Mais pour nous, la question, encore une fois, c'était de se demander, bon, si les gens commencent à poser des questions à ChatGPT plutôt qu'à Google ou à leur bibliothécaire, ça change de manière nécessaire notre relation au savoir.
Donc c'est sous cet angle-là qu'on a commencé à approcher l'intelligence artificielle. Et ce projet-là en particulier, il est parti d'une curiosité personnelle. Évidemment, je parle français et anglais, comme je travaille aux États-Unis, et j'ai commencé à m'intéresser aux capacités de traduction et de compréhension dans différentes langues de ces modèles. Et tout bêtement, j'ai commencé à explorer le code civil français, juste pour savoir si les modèles avec lesquels je travaillais avaient une compréhension de ces modèles-là. Je collaborais déjà avec Christy sur différents projets, et on a cette relation de travail où elle est capable de rapidement produire des questions de recherche qui sont intéressantes et des questions qui sont pertinentes. Mais rapidement, on s'est retrouvé face à deux difficultés. Une opportunité et deux difficultés. L'opportunité, c'est qu'on s'est rendu compte que autour du printemps 2023, il y avait beaucoup de logiciels open source qui faisaient ce qu'on appelle du RAG, donc Retrieval Augmented Generation. Donc c'est cette idée, comme je l'ai expliqué plus tôt, de connecter quelque part une base de données de savoir à un modèle de génération de texte, de sorte à produire des réponses qui sont plus factuelles ou à faire de la summarisation de texte, ce genre de choses. Et on s'est rendu compte, à ce moment-là, autour du printemps 2023, il y avait des techniques qui permettaient d'associer des questions dans une langue avec des sources de texte dans une autre langue. Et donc, en explorant encore une fois le code civil français, on a commencé à se poser des questions. Tiens, si je pose une question sur le code de la route en français, en anglais, est-ce que je peux avoir une réponse en anglais, trouver des sources sans avoir besoin de traduction, etc. Mais très rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas l'expertise pour poser des questions pertinentes, mais surtout pour savoir comment les évaluer. Un des problèmes principaux avec ces technologies, comme ça produit beaucoup de textes et qu'on est crédule, comme on voit beaucoup de textes et qu'on n'a pas l'expertise, c'est que rapidement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas l'expertise pour évaluer ça. Et c'est de cette manière-là qu'on s'est retrouvé à inviter Betty dans cette collaboration. Quand vous prenez contact avec moi, donc vous me posez quelques questions relativement, disons, simples de prime abord et qui en fait le sont pas complètement, avec un certain nombre d'incertitudes sur la réponse à apporter. Et ce qui fait que ben on commence à partir de là à construire un peu cette équipe à trois en essayant de définir des questions qui seraient pertinentes pour pouvoir évaluer la qualité des réponses qui seront posées. Alors peut-être que là, j'anticipe un petit peu sur la méthodologie qu'on va mettre en place, mais c'est vraiment lié en fait parce que c'est vrai que disons que la première chose dont on s'aperçoit en travaillant ensemble, c'est que des questions qui sont possiblement perçues comme simples, hein, par un utilisateur non habitué du droit français ne vont pas forcément l'être, hein, pour un expert, hein. Et donc à partir de là, eh bien, ça va créer justement un peu l'émulation entre nous 3 pour essayer de voir, bah, finalement, comment est-ce qu'on évalue le degré de difficulté des questions que l'on va poser et qu'est-ce que ça apporte, hein, à l'analyse des réponses. On a l'impression qu'en fait, vous avez pioché un ensemble d'éléments qui sont généralement vus comme particulièrement adaptés au traitement par les LLM, des problèmes de traduction avec de langues assez courantes, aller chercher dans des connaissances assez spécialisées, traiter des larges volumes documentaires. Mais donc si on les prend séparément, tout est on est vraiment dans le champ d'application de cet outil-là. Et donc la question, ça va être de voir est-ce que la combinatoire, elle, va continuer à l'être? Ouais, exactement. Et c'est quelque chose qui a été un défi pour nous tout au long de ce projet. C'est-à-dire qu'au moment des premières expériences avec Christy, je commençais à avoir des données statistiques sur la pipeline qu'on était en train de construire qui étaient satisfaisantes. J'ai dit oui, j'ai des bons matchs au niveau des données. Le texte est cohérent.
j'ai l'impression que ça marche, ou qu'en tout cas c'est cohérent. Et petit à petit, avec l'expertise de Betty, on s'est rendu compte que c'était plus compliqué que ça, et beaucoup plus contrasté et nuancé, je dirais. Et c'est ça que j'ai trouvé le plus fascinant. Et pour approfondir un peu sur l'idée de c'est un bon fit pour ce projet ou ce type de technologie, euh, ça a aussi guidé la manière dont on a construit cette expérience. Le but pour nous, c'était pas de construire le meilleur logiciel de réponse de droit français. C'était pas du tout le but. Le but pour nous, c'était de voir, au moment où on a lancé cette expérience, en 2023, quels résultats on pouvait obtenir avec des fragments de logiciels open source prêts à porter. Donc des modèles déjà disponibles, des technologies de RAG déjà disponibles et de voir ce que ça donnait. Encore une fois, parce qu'il y avait de l'ébullition à ce moment-là autour de ces technologies-là, et on voulait comprendre la manière dont ça changeait notre rapport au savoir, ou de manière générale, ce que les gens allaient obtenir. Et la question qu'on s'est posée, Betty, j'aimerais bien entendre ton opinion là-dessus, sur pourquoi le droit français était intéressant. Alors, en tout cas, pour moi, au tout départ, c'est juste parce que c'était les deux seules langues que je pouvais comprendre, l'anglais et le français. Alors oui, effectivement, c'est vrai que, la structure du droit français, est particulière, particulière, en tout cas, spécifiquement, elle est différente de la structure, du droit, britannique ou américain. On parle, donc pour le droit français d'un droit, romano-germanique, quand, le droit britannique ou américain va relever de la common law. La différence, principale, hein, va résider dans le fait qu'en droit romano-germanique, on est sur, une importance particulière de la loi pour le en termes de normes, de règles de droit. Et ensuite, il va y avoir des interprétations de la loi, par la jurisprudence, mais la jurisprudence, ne fait pas de règles obligatoires, en tant que telles. Tandis que, dans le cadre de la common law, on a une importance première, de la jurisprudence, et même si bien entendu on va retrouver également des textes de loi, mais l'interprétation par la jurisprudence, est primordiale, et le common law, connaît cette notion de binding precedent, qui implique que, le droit, les juridictions vont pouvoir créer des règles de droit par, leurs précédents. Leurs précédents vont être obligatoires, ce qui n'est pas le cas donc, dans le droit comme le droit français. Maintenant, un des éléments qui peut-être, n'avait pas été complètement, enfin qui n'avait pas forcément été complètement envisagé pour commencer, c'était le fait que, le droit français, il fonctionne aussi en système, et que donc, spécialement pour les codes, il y a un rôle important du positionnement, d'une, disposition au sein du code, puisque, en fonction de sa place, dans le code, eh bien, possiblement, un certain nombre d'autres règles vont s'y appliquer, et vont venir la compléter, et si elle est dans une autre place du code, ce ne sera pas le cas. Donc, il y a vraiment cette logique, de fonctionnement en système, qui est essentielle pour pouvoir, comprendre en fait, le droit français et son application, et c'est une des choses qui va pouvoir poser, des difficultés donc, pour une analyse, par intelligence artificielle. Mathéo, tu as commencé un peu à le décrire, mais en fait, au Lille, vous avez mis en place différents outils
qui ont servi de base à cette étude. Donc une base de données d'articles, hein, que vous appelez le code, je crois, et en même temps Mmh. un système pour rapidement mettre en place des intelligences artificielles sur les aspects juridiques, je crois que vous appelez Allow, c'est bien ça? Oui, du coup, il y a plusieurs pièces qu'on a mis en place, certaines qu'on a dû créer, d'autres qu'on a utilisées qui étaient déjà toutes prêtes. Euh, euh, la première, c'est le jeu de données qu'on a utilisé euh, dont on s'est servi comme base de savoir. Donc, on a collaboré tous les trois là-dessus avec Betty et Christy. Au tout départ, quand on a commencé à réfléchir à ce projet avec Christy, on s'est concentré encore une fois sur les codes. Et c'est une toute petite partie du droit français, évidemment. Et ensuite, avec le conseil de Betty, on a étendu ça à tout ce qui était disponible dans un export qui s'appelle Légi. Donc, je crois que c'est tout ce qui est sur Légifrance, l'exclusion de la jurisprudence, euh, et qu'on peut filtrer avec tout ce qui est actuellement en vigueur. Donc, ça constitue quelque chose comme 800 ou 900 000 articles, et ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que comme une grande partie de ça, c'est du droit, du code et des décrets assez courts, c'est très facile à fragmenter. Et comme c'est une base de données où tout est référencé, bien catégorisé, c'est aussi facile d'en faire un jeu de données. Donc c'est la première chose qu'on a fait, c'est d'en faire un jeu de données qui est facile à ingérer dans un système encore une fois qu'on appelle RAG. Donc l'idée après ça, c'est encore une fois d'essayer de fournir cette information-là au moment où une question est posée à un modèle de génération de texte comme GPT-4 ou Llama 2. Donc la manière dont ça marche, c'est aussi d'utiliser un modèle d'intelligence artificielle, mais qui est un petit peu différent. Je vais m'attarder un tout petit peu sur cette explication-là parce que je pense que c'est important pour le reste de notre conversation. Donc, la plupart des gens ont maintenant l'habitude d'interagir avec des chatbots. On pose une question, le modèle répond, et c'est de la génération de texte. C'est-à-dire que c'est une prédiction statistique de ce qui est une réponse vraisemblable à une question donnée, ou en tout cas à une requête donnée. Ces modèles, ils savent des choses plus ou moins par accident. Ils ont été entraînés sur des vastes jeux de données avec le but principal de les aider à générer du texte vraisemblable, cohérent et dans un style donné. Mais en fonction du nombre de paramètres du modèle, donc la taille du modèle et du nombre de données qui ont été utilisées pour entraîner le modèle, on s'est rendu compte que accidentellement, ils ont retenu des informations. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment sourcer ces informations-là. Et il y a le problème de ce qu'on appelle, entre guillemets, des hallucinations, où la réponse qui va être donnée n'est pas factuelle. Donc l'idée du RAG, encore une fois, c'est d'ajouter des éléments factuels dans la requête pour aider le modèle à produire une réponse qui est plus concrète ou plus sourcée. Est-ce que c'est un enrichissement du modèle ou est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est au moment du prompt ou un pré-prompt? Donc c'est au moment du prompt, c'est-à-dire qu'on a un système prompt, donc c'est-à-dire une série d'instructions pour le modèle, la question qui est posée et des éléments de contexte supplémentaires qui font partie du prompt. Une des limitations qu'on avait à l'époque, c'est que la plupart des modèles avaient ce qu'on appelle une fenêtre de contexte, c'est-à-dire le nombre de mots ou de fragments de mots qu'on pouvait soumettre au modèle qui était assez limité, de l'ordre de plusieurs milliers de mots, entre 2000, 4000 ou 8000 pour certains. Donc je ne peux pas envoyer tout le droit français dans une requête et laisser le modèle se débrouiller, apprendre les bonnes références, etc. Donc je suis obligé de trier. Donc la manière dont on fait ça, c'est avec, en tout cas à l'époque, avec une base de données vectorielle. On utilise un autre modèle qui est aussi un modèle d'intelligence artificielle et qui est aussi un LLM pour encoder tout ce texte, donc tous les articles du droit français, dans des vecteurs. Donc une série de nombres qui capturent le sens de chaque fragment de texte. Donc je prends un article, je l'encode de cette façon et c'est une série de nombres qui représente son sens. Et si je fais ça à l'échelle de l'ensemble du droit français, j'ai une base de données vectorielle qui me permet de récupérer au moment de la requête des morceaux de texte qui sont proches sémantiquement de ma question, peu importe la langue. C'est-à-dire que je peux poser une question en anglais et récupérer 4, 8, 16 fragments de texte en français qui correspondent à ma question en anglais. Donc c'est comme ça que ça marche à très haut niveau.
Donc encore une fois, le modèle reste le même, donc c'est le même GPT-4 ou le même Llama 2 que, vous pouvez utiliser sur, Hugging Face ou sur, ChatGPT.com ou peu importe. Mais on a ajouté derrière un système pour ajouter des éléments de contexte qui rentrent dans la requête, avec l'idée que ça va aider le modèle à produire une réponse plus factuelle et sourcée. Le point de départ, c'est aussi, une interrogation sur les usages, hein, il y a cette idée que tout le monde ou quasi tout le monde a accès ou a déjà essayé ou a potentiellement va être amené à l'utiliser, f sous peu. Est-ce que c'est des choses qui, par exemple, pour des étudiants en droit en France, et aux États-Unis, est déjà un état de fait? Comment est-ce que c'est comment est-ce que c'est traité, encadré, de fa pédagogiquement? Alors, pédagogiquement, pour l'instant, il y a un certain flou, c'est-à-dire qu'on sait que, les étudiants, utilisent, ces outils. Hem, on a quelques formations, qui sont proposées également, par l'université pour leur usage, et y compris pour, leur usage dans le cadre des enseignements. Et en même temps, c'est un outil qui continue à poser des questions de fond, en termes, de respect des droits d'auteur, en termes, d'impact, social, d'impact environnemental et qui le rendent, assez malaisant, en fait. Et donc c'est pas un outil qu'on peut, facilement conseiller, aux étudiants, considérant que c'est une source, comme une autre finalement. Et ça, c'est, je pense un premier élément, qui est important, qu'il est important de souligner, avant même, hein, finalement, ces résultats. Et ensuite, c'est compliqué aussi parce que, justement, en termes de construction de la connaissance, c'est un outil qui n'est pas simple, hein. C'est-à-dire que, il va donner un certain nombre d'éléments, mais dans ces éléments donc, de réponse, on va avoir, des choses fausses, des choses, qui n'existent pas, qu'on appelle parfois donc hallucinations. Hem, on va avoir, l'intégration, de dispositions de tel ou tel code qui n'ont rien à voir, hein. Et cet ensemble un peu hétéroclite, de manière assez paradoxale, dans la réponse, qui est donnée, va paraître assez souvent extrêmement crédible. Et là, ça pose, des difficultés parce que finalement, ce que nous, on peut dire aux étudiants, c'est, vous si vous décidez de l'utiliser en dépit donc des problèmes, soulignés, précédemment, hem, il va falloir vérifier systématiquement chaque information et ça va prendre énormément de temps. Donc c'est vraiment un principe de presque de défiance, en fait, que l'on va devoir, proposer aux étudiants, ce qui pose une difficulté d'un point de vue pédagogique finalement parce que, d'un point de vue pédagogique, on essaye de leur trouver des informations, de leur, enseigner des méthodes, hein, de leur offrir des outils qui leur permettent de construire véritablement leurs connaissances sur la base d'un raisonnement. Et là, en fait, on a un outil qui leur donne des choses et tout est à vérifier. Donc c'est aussi une des raisons qui rend cet outil-là, difficile actuellement, et d'un point de vue pédagogique, hein, donc c'est pas complètement, arrêté en fait la manière, dont on peut se positionner en tant qu'enseignant parce qu'à la fois on sait qu'il est utilisé, on sait donc qu'il faut,
impérativement accompagner les étudiants dans son usage pour éviter qu'ils ne se perdent justement dans ces réponses, plus ou moins vraies. Et en même temps, il y a un certain nombre de problèmes de départ, hein, les droits d'auteur, l'impact social et environnemental et d'un point de vue de construction même du savoir. Et donc, à partir de cela, vous avez, de cette interrogation, vous avez généré un protocole d'évaluation basé sur une série de questions qui seraient de l'ordre de celles que ces étudiants débutants en droit, par exemple, hein, pourraient poser, donc on va dire des étudiants anglophones, poseraient sur du droit français. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a le point de vue de Betty en tant qu'enseignante et de notre côté, on fait partie d'une école de droit, mais on est aussi une bibliothèque. Donc on a un peu, 2 casquettes dans cette, expérience. On se dit, évidemment, il y a un cadre pour l'utilisation de l'intelligence artificielle, pour les étudiants de l'école de droit, mais il y a aussi notre rôle, en tant que bibliothèque de guider les usages. Ça a guidé le développement, du travail que Christy a fait sur cette grille d'évaluation. D'une part parce qu'il y a la question de, en tant qu'étudiant, qu'est-ce que ça veut dire quand je pose une question à un modèle sur du droit français, mais aussi comprendre plus profondément comment les réponses sont générées et quelles sont les limitations. Et, je trouve que c'est cette double perspective du côté d'enseignement et du côté du point de vue des bibliothécaires, sciences de l'information, est intéressante pour moi. Et donc ce protocole, est-ce que vous pouvez, rapidement l'expliciter? Oui, alors, ces questions donc, alors principalement, c'est vrai qu'elles vont tourner autour de questions de droit de l'environnement, en grande partie, du fait de ma compétence sur ce domaine-là. Pas seulement, mais voilà, ça reste quand même un point de base et puis on a essayé de faire, et bien, une gradation dans les niveaux de difficulté et on a essayé donc, de voir, selon les difficultés particulières des questions posées, comment est-ce que donc, le LLM réagit. Donc, on a commencé par des questions, très simples, hein. La première question, c'est: «Au bout de combien de temps un véhicule laissé en stationnement au bord d'une route peut-il être mis en fourrière?» Donc, là, normalement, la réponse, est assez simple et puis on peut la trouver dans un seul code. Ensuite, on a poursuivi avec, des questions, où, la difficulté résidait dans le fait que la réponse est toujours dans un code, mais par contre, donc pour répondre, il faut lire un tableau et on va avoir un certain nombre de tableaux dans le code de l'environnement notamment qui, se prêtent à ce genre de questions, sur est-ce qu'il faut une étude d'impact typiquement. Ensuite, on a posé des questions qui imposaient, de consulter 2 codes différents pour répondre. Donc est-ce qu'il va réussir à trouver, la réponse complète sur la base de 2 sources, différentes? On a posé des questions, qui impliquaient de comprendre, les catégories juridiques. Donc là, il y avait une question un peu, qui paraît un peu comique de prime abord, mais qui impose une bonne maîtrise des catégories juridiques, hein, qui était, une vache peut-elle être considérée comme un immeuble? Et donc ensuite, on poursuit avec des questions pour lesquelles, il va falloir des sources qui ne sont pas forcément dans le corpus, et particulièrement, des sources, qui sont, dans le droit de l'Union européenne. Heu,
Ça a été donc, un élément supplémentaire, hein. Toujours dans la même, logique de trouver des sources ailleurs, hein, on a posé des questions, qui impliquaient d'avoir une connaissance, de la jurisprudence, puisque donc le corpus ne comportait pas de jurisprudence. Et enfin, on a également, des questions, plus larges, plus ouvertes, de type, identifie et résume le droit du bien-être animal. Donc, au moment où Betty rejoint le projet, Christy et moi, on a la base de ça. On a quelques questions qui sont vraiment vagues et on n'a pas d'idée de comment vraiment les évaluer. Et on a la base technique où j'ai déjà un système pour ingérer une partie du droit français, lancer des requêtes contre plusieurs modèles avec le contexte ajouté en fonction des questions qui ont été posées, etc. Poser des questions en anglais, en français, et ensuite mesurer précisément, par exemple, quelles sources ont été utilisées pour répondre à la question, etc. etc. Le travail qu'on a fait en commun, en plus de l'imagination autour de la question, c'est aussi de voir comment améliorer ce système-là dans le cadre de ce qu'on avait décidé au départ, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas créer le meilleur système possible, mais ce qui était le plus commun, parce qu'on pense que ce qui était intéressant ici, c'est de voir ce qui se passait à ce moment-là, mais aussi autour de l'évaluation, voir ce qui se faisait aussi autour des évaluations. Donc le travail que Christy a fait, c'est de voir ce qui se faisait dans la littérature, et un cadre qu'elle a utilisé, c'est celui qui a été développé par des chercheurs de l'université de Leipzig, je crois, autour de l'évaluation de systèmes RAG. L'idée, c'est d'extraire plusieurs critères. Donc rapidement, ça va de la cohérence de la réponse à la couverture, parce que ça couvre tout le domaine de la question, mais ça va jusqu'à mesurer si toutes les sources qui ont été utilisées sont correctes. Et correctes, c'est pas seulement oui ou non, c'est est-ce qu'elles sont pertinentes, est-ce qu'elles ont été utilisées correctement, est-ce qu'elles ont été citées, etc. Et en fonction de ça, on peut avoir une idée assez précise de si le modèle a utilisé les sources qui ont été données, si les sources sont pertinentes. Et ensuite, il y a, en plus de ça, le travail que Betty fait d'évaluer les réponses, je dirais avec son expertise, dire bah, si on me donne cette réponse, je pense que c'est correct, et est-ce que je pense qu'on est en train d'essayer de m'embobiner. Et justement sur cette base-là, en fait, on a construit un formulaire, hein, qui permettait, de répondre de manière systématique, hein, à une série de questions, qui permettaient d'évaluer la qualité de la réponse, donc de chacune des réponses. Et donc, ces questions impliquaient une évaluation de la cohérence, de la réponse, de son étendue, sur le point de savoir s'il y a ou pas, des hallucinations. Est-ce que la réponse est correcte? Est-ce qu'il y a des erreurs, hein, d'un point de vue, factuel? Est-ce qu'il y a des problèmes de traduction? Et cetera, et cetera. Donc de manière, en fait, à rendre, l'ensemble de ces critères, donc inspirés des travaux de Lucas, Guinap, hein, heu, concret, en fait, dans l'évaluation que l'on allait faire, hein, des réponses, qui avaient été produites donc par le système. Avant d'en venir au résultat, je voudrais faire qu'on ait un peu un point de définition des hallucinations, de leur nature, hein, pour l'outil, qu'il aille chercher des choses préexistantes et qui sont dans le contexte lui-même, et qui sont cohérentes, ou qu'il aille, assembler, des phrases, avec des mots qui sont statistiquement probables dans leur séquence. Pour l'outil lui-même, ça n'est pas de nature différente. Donc finalement, quand on utilise hallucination, on met un peu à distance, ces moments-là où tout d'un coup, bah, voilà, il s'est trompé, enfin, il a inventé des choses, donc on va parler d'hallucination, mais au final, pour l'outil lui-même, il n'a pas eu un geste différent de celui qu'il a d'habitude.
cet outil, son propos n'est pas de dire le vrai, mais de fournir en fait c'est un chatbot donc, de fournir une conversation agréable. Je dirais qu'il y a 2 éléments ici. Il y a la définition d'hallucination et comme on vient de le voir, c'est extrêmement difficile de parler des problèmes qu'on a avec, les modèles de génération de texte sans utiliser un langage anthropomorphique parce qu'on converse avec ces modèles-là et même quand on les évalue, on a tendance à utiliser le terme hallucination, ce genre de choses. On sait de manière générale que, c'est un problème. Dans notre papier où on en parle, on cite des sources, on pense que c'est un problème d'utiliser ce terme-là. Mais c'est aussi un terme qui est utilisé de manière courante et je ne sais pas s'il y a un terme qui remplace directement hallucination. Mais j'ai aussi un problème personnellement. Je pense pas que ça décrive le problème. Euh, Dans notre cas en particulier, il y a ce qu'on appelle les hallucinations entre guillemets intrinsèques et extrinsèques. On a essayé de faire la différence entre des erreurs que le modèle aurait fait de manière, on va dire, naturelle et des sources d'informations qu'il aurait mal interprétées, par exemple. Et je voudrais ajouter un autre élément, c'est que le modèle en lui-même peut faire une erreur quand il génère du texte, mais aussi parce qu'on rajoute des sources d'informations externes et qu'on peut faire une erreur dans ce processus-là, on augmente parfois le risque de créer des textes informatiques qui contiennent des erreurs. Un autre élément qu'on a voulu tester dans ce projet-là et dont on n'a pas parlé beaucoup dans cette conversation, c'est l'idée qu'on était capable d'utiliser donc le système RAG, un système de type RAG, pour associer des éléments de texte en français avec des questions en anglais. Et ça passe par, encore une fois, par de l'association sémantique et sans traduction. Et ça marche jusqu'à un certain point, mais on pense aussi que quand ça marche pas, le modèle se retrouve avec des sources qui sont pas appropriées par rapport à la question qui est posée. Donc, ce qu'on a voulu mesurer, c'est aussi quand une source euh, est fournie au modèle qui n'est pas en lien avec la question, est-ce que le modèle est capable de l'ignorer ou est-ce qu'il va l'utiliser, réussir à la mettre dans la réponse comme tu disais, Josquin, pour essayer de faire une réponse qui est plaisante. Et je sais que Betty a passé beaucoup de temps à essayer de distinguer ce qui était juste un effet de style ou vraiment le modèle qui utilisait une source qui n'avait absolument rien à voir avec la question, parce que ça peut arriver sur le nombre de questions qu'on a posées. Et effectivement sur, cette, manière dont, le modèle, va, donc intégrer, les sources, qui lui sont fournies, on a vraiment, un peu de tout finalement dans les réponses. On va avoir certaines réponses où, le modèle, affirme: «Ben, là, les sources qui me sont fournies, elles sont pas utiles, pour la réponse à la question. Donc, je vais faire une réponse, qui correspond, mais, qui ne reprend pas les sources. C'est dit en plus court, mais c'est vraiment ça et c'est, donc intéressant à observer. Et donc ça va de là jusqu'à, une intégration, coûte que coûte des, 4 sources qui lui ont été fournies et qui donne un ensemble tout à fait hétéroclite et qui ne peut pas répondre à la question du tout. Donc, c'est vraiment très variable et pour revenir plus largement sur, la question des hallucinations, ça a été une question, importante entre nous 3. On en a discuté, on a essayé de voir comment, à la fois, montrer, cette difficulté donc de parler d'hallucination et qui implique, finalement que, dans les autres, situations, le modèle raisonne puisque c'est en fait ça qui est le plus problématique en fait, de laisser penser que, on a un modèle qui raisonne et qui des fois se trompe. Et toute la difficulté là était comme le disait Matteo, dans le vocabulaire, utilisé de manière habituelle, hein, et pour, entrer finalement dans la conversation scientifique, autour, des IA, c'était aussi important, d'utiliser le terme hallucination tout en expliquant, les limites de ce terme, mais il permettait finalement de bien comprendre, quels étaient les résultats que l'on avait dans notre étude, sans réinventer tout un vocabulaire, qui aurait risqué finalement, de rendre l'étude, moins compréhensible
de la part des autres chercheurs. Et donc, puisqu'on parle des résultats, est-ce que vous avez été satisfait de ce qui a été donné? Est-ce que il y a eu des grosses surprises par rapport à vos hypothèses de départ, hein? Est-ce que l'élève ou l'étudiant euh, aura une bonne note? Assez rarement quand même, hein. Hem, le l Ce que l'on constate donc, c'est vraiment un mélange, d'éléments justes, hein, et d'éléments faux. Je dirais que quand c'est faux de manière, grossière, hein, ça pose pas véritablement de problème. C'est-à-dire, on avait par exemple une question sur, la pêche électrique. Est-ce que c'est interdit? Le modèle répond, sur, la réglementation du skateboard électrique. Bon, c'est c'est clairement faux. Il y a pas de difficulté parce que, personne ne peut s'y tromper, en fait. La difficulté va venir, des moments où justement on a un mélange de choses qui sont un peu vraies, un peu fausses et où il faut démêler les fils, de ce qui est vrai, jusqu'à quel point, et c'est là où ça devient complexe. Mais disons que pour répondre, plus directement à ta question, heu, ça serait, c'est souvent médiocre. Et d'un point de vue technique, est-ce que l'ajout du RAG a été un plus? Alors on le montre, on pense que c'est contrasté, dans ce cadre-là, mais encore une fois, de mon côté, je ne sais pas si j'étais surpris par les résultats, mais je pense que c'est intéressant d'avoir ce type de mesure. Le plus souvent, ce qu'on voit en termes de mesure de à quel point un système marche, est-ce qu'un modèle marche, est-ce qu'un système marche, c'est des benchmarks, c'est-à-dire un score pour savoir si une réponse est correcte ou pas, qui est évaluée par un script, donc par un programme. Et souvent, c'est juste oui, non, ou une analyse sémantique assez rapide de la réponse. Ici, le travail qu'on a fait est vraiment différent, intense, je dirais. Ça a pris du temps de faire ce travail-là. Et je pense que ce qui est le paradoxalement le plus intéressant dans nos résultats, c'est en fait la méthode qu'on a utilisée. C'est-à-dire qu'on a un aperçu de ce que ça donne quand on utilise un système RAG tel qu'ils étaient conçus il y a 1 an et demi maintenant, avec les modèles de l'époque, donc GPT-4 et Llama 2, avec encore une fois une base de données vectorielle standard de l'époque, un modèle de similarité de texte standard de l'époque. On a réussi à montrer des résultats contrastés, à apporter de la nuance. On a réussi à montrer que d'un certain point de vue, il y avait la possibilité de faire matcher des questions en anglais avec des sources textes en français, avec des limitations très importantes. Et pour moi, c'est le plus important et le plus intéressant dans ce travail. C'est encore une fois l'approche scientifique, la rigueur, et surtout de ne pas généraliser. C'est-à-dire qu'on dit, bah voilà, c'est les résultats de notre analyse sur ce système-là. On pense que c'est intéressant parce que ça permet de réfléchir à comment on approche ce genre de système-là, parce que entre-temps, il y a eu plein de nouveaux systèmes, plein de nouveaux avancements, et on pense que c'est important de les approcher de manière critique, même si ça n'empêche pas d'avoir de l'enthousiasme, mais quand même de les approcher de manière critique. Donc c'est ça pour moi qui est le plus intéressant et le plus important dans ce travail. Donc il y a vraiment des bases méthodologiques qui sont construites et qui maintenant devraient servir en fait pour de futures évaluations des modèles, des techniques. Et sur deux fronts, la première sur la méthode elle-même, prendre le temps de demander à des humains de réfléchir et d'évaluer un système, des réponses, etc. Mais aussi de combiner des expertises. Encore une fois, de mon côté, en tant qu'ingénieur logiciel, avec Betty, son expertise légale, et Christy, son expertise en tant que bibliothécaire. Ça a marché, je pense. On a réussi à faire quelque chose qui, je crois, est intéressant. Et différent, encore une fois, que de juste collecter un score sur 1000 réponses qui va disparaître dans 2 semaines parce qu'il y aura un nouveau modèle et le score sera un petit peu différent. Pour moi, c'est un travail différent. Et la dernière chose que j'ajouterais là-dessus, c'est que j'ai bien conscience personnellement que c'est difficile de faire ça à grande échelle. On peut pas faire ça pour chaque modèle qui sort, pour chaque nouvelle technique qui sort, etc. Mais ça a une importance, je crois,
conceptuelle au moins. Et justement, si je peux compléter, c'est un élément qui est intéressant, ce que tu dis, Mathéo, qu'on ne puisse pas le faire, hein, sur chaque modèle qui sort parce que finalement, on peut se demander pourquoi. C'est-à-dire qu'effectivement, faire des scores, hein, on peut le faire de manière un peu automatique, hein. On peut retrouver, finalement, quelque chose qui visuellement, va pouvoir être, facile à communiquer. On va pouvoir, faire tout un tas de graphiques, qui permettent de montrer, qui est le plus fort entre tel et tel, système, hein, tel et tel modèle. Mais, au final, ce travail, hein, qualitatif, hein, il prend vraiment du temps et il est vraiment à l'image, hein, de son usage, hein. C'est-à-dire que, si on ne s'embête pas à vérifier, les réponses, ben oui, c'est fantastique ces modèles en fait parce que, on a, des réponses tout de suite, c'est crédible, c'est bien écrit, donc ça a un côté, extrêmement facile et puis on sait qu'il y a des erreurs, mais on en prend son parti et on l'utilise quand même, hein. Et ça, je pense que c'est probablement le danger le plus important que l'on a dont on a pris conscience, en tout cas dont moi j'ai pris conscience à la réalisation de cette étude, hein, parce que, à l'inverse, si on fait vraiment le travail qualitatif de vérification des résultats ici donc, sur, simplement une dizaine de questions, sur, une étude qui est quand même d'envergure relativement limitée, et bien ça nous a pris beaucoup de temps. Et ça demande véritablement un travail de fourmi pour, notamment, en fait, aller vérifier que, une chose, n'existe pas. Parce que, dans les réponses, on va avoir, des affirmations, heu souvent sans source, souvent sans référence, parfois avec des références, mais les références sont pas toujours justes. Donc, une fois qu'on est face à une affirmation, dont la référence n'est pas juste, hein, ou n'existe pas, il faut aller chercher. Est-ce que ça existe, quelque part, hein, dans le droit? Est-ce que c'est quelque chose que je ne connais pas et qui peut par ailleurs donc, néanmoins exister? Et donc prouver que quelque chose, n'existe pas et bien évidemment ça prend du temps et donc le faire de manière systématique, hein, c'est vraiment s'astreindre à un travail, qui rend l'outil, hem, peu efficace d'un point de vue d'un point de vue de gain de temps, tout simplement. Et donc c'est pour ça que je trouvais que ton image était intéressante parce que de la même manière finalement, cette analyse qualitative pourrait être faite de manière systématique, mais elle ne l'est pas. Et je pense aussi que de mon côté, d'un point de vue technique, il y a aussi, un risque, quelque chose qui était difficile aussi pour nous 3 à éviter, une sorte de chute en avant, de faire en sorte d'améliorer le système jusqu'à ce que ce soit correct. C'est-à-dire que quand on a eu les premiers résultats et qu'on a vu qu'il y avait des problèmes, on a amélioré dans la limite du cadre qu'on s'était imposé, c'est-à-dire d'utiliser ce qui se faisait à l'époque en termes de prêt-à-porter logiciel, avec quelques ajustements, le jeu de données qu'on a créé, etc. Mais le but, c'était pas de passer du temps à créer le meilleur système possible. Et il y a cette tentation à partir du moment où on a des résultats qui sont pas entièrement satisfaisant, mais il y a des éléments corrects, de dire ah ben peut-être que si je change le modèle, ou peut-être que si je fine tune le modèle, ou peut-être que si je fais ci, si je fais ça, etc. Peut-être que si je change mon prompt, etc. C'est la réponse qu'on obtient souvent dès qu'on on a des difficultés avec un système d'intelligence artificielle. Donc c'est difficile aussi de ne pas tomber dans ce système de dire ah ben c'est toujours de ma faute, c'est toujours parce que je me sers pas bien du système que les réponses ne sont pas parfois correctes. De nouveau, on tombe dans cette idée de est-ce qu'on gagne du temps? Puisque si, voilà, mettons si on reste dans votre protocole, donc on n'améliore pas trop les choses en amont, mais on va passer beaucoup de temps en aval à vérifier ce qui a été dit, mais on pourrait aussi renverser la chose, c'est-à-dire au contraire, le travail en amont, donc tous les mouvements dont tu as parlé, travailler l'ingénierie du prompt, mais de nouveau ça va aussi, prendre un temps considérable, hein. Il faudra toujours avoir cette étape de vérification
peut-être un peu moins importante en sortie. Donc en tout cas, on n'a pas l'impression de gagner du temps. Donc qu'est-ce qu'on gagne ou qu'on gagnerait à utiliser ces outils? Et qui en serait le bénéficiaire? Alors, parfois, on peut avoir de bonnes surprises. C'est-à-dire, trouver un développement, lire, dans la réponse, du modèle, un développement sur un point auquel on n'aurait pas pensé, dans la réponse à apporter. C'est rare, hein, mais ça peut arriver. Et donc c'est intéressant, sous cet angle-là, mais pour le mesurer, il faut être expert finalement dans le domaine. C'est-à-dire que, ça va permettre d'apporter un petit plus, hein, pour un expert qui connaîtrait déjà très bien la réponse, hein, et pour qui, eh bien ce potentiel petit ajout, sera un plus. Et donc, en tant qu'expert, hein, il y aura pas de véritable, questionnement sur, le principe, de la réponse. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, pourquoi pas? Mais c'est un apport relativement limité, le au regard du coût finalement, de l'outil que l'on a évoqué plus tôt heu, dans la discussion. Je pense que aussi dans le cadre de notre, papier, de cette expérience, on s'est aussi encore une fois concentré sur, l'open source et sur ce qui se faisait à l'époque et il serait intéressant potentiellement de répéter l'expérience sur ce qui se fait maintenant avec les modèles qu'on dit de reasoning, les nouvelles méthodes pour, retrieval method generation et cetera, voir si les choses ont changé. Évidemment, c'est un investissement de temps comme on vient de l'expliquer qui est, significatif. Mais d'autre part, quelque chose dont Christy parle souvent, c'est l'idée de savoir naviguer en fait ce genre de système pour en tirer parti. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a cette idée de métacognition, on se dit ok, je suis dans le moment en train d'utiliser un modèle et je me rends compte de l'échange qui a lieu, c'est-à-dire que je pose une question à un modèle, il me répond quelque chose qui est statistiquement correct. Peut-être qu'il y a un intérêt pour moi, mais je dois garder conscience de cet échange-là. Il peut y avoir un intérêt. De mon côté à moi, j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour des tâches très précises et je dirais que c'est différent de ce genre de système où je pose des questions, où on pose des questions assez larges et on utilise un système de retrieval augmented generation pour sourcer de l'information. Je dirais que aussi cette question de est-ce que ça m'aide à trouver de l'information, est-ce que ça me fait gagner du temps, ça me rappelle personnellement des débuts en France d'internet quand c'était parce que ça commençait vraiment à se démocratiser quand j'étais petit. Je me rappelle d'une de mes premières visites chez le documentaliste au collège. C'est vous n'allez jamais sur un site en .com. Vous n'avez rien à faire sur un site en .com, c'est de l'information commerciale, donc vous allez perdre votre temps sur un site en .com. Et quelques années plus tard, c'est vous avez rien à faire sur Wikipédia. On peut pas faire confiance à ce qu'il y a sur Wikipédia, parce que n'importe qui peut éditer Wikipédia. Et, euh, et à l'époque, peut-être qu'une partie de ces mises en garde avait de la valeur, mais les choses ont changé. Et je pense que ce qui était important, c'était euh, de prendre en compte l'idée que c'était quelque chose qui irait changer rapidement et d'avoir une approche critique. Mais effectivement, c'est vrai que c'est, une des, une des difficultés un peu particulières finalement que, de savoir, comment est-ce qu'on va utiliser cet outil, qu'est-ce qu'il va véritablement apporter. Et c'est vrai que, on peut supposer que, il va y avoir des progrès. Et c'est un petit peu une partie des retours qu'on a eus que, ben, finalement, oui, c'est vrai qu'à l'époque où vous l'avez fait, c'était, pas terrible, mais, d'ici 1 an, ça sera, des réponses largement meilleures. Mais là, à nouveau, on a la question de, comment est-ce qu'on construit la connaissance justement? À partir de là, même si les réponses sont meilleures, hein, disons, on aurait, 80 de réponses, satisfaisantes, hem
et de temps en temps, quelques éléments qui sont faux. Ce qu'on a constaté, c'est que, une particularité, c'est que très, très souvent, les réponses sont crédibles, sont vraiment crédibles. Pour quelqu'un qui ne connaît pas le domaine, ça ne semble a priori pas faux. Et donc, plus les modèles seront performants, moins on se méfiera, plus ils seront trompeurs, hein. Et donc, qui voudra encore investir dans ce temps d'analyse systématique pour vérifier que tout est juste? C'est une vraie question et ça me permet de revenir sur ce que tu disais Mathéo, sur l'intérêt de l'étude, c'est qu'au final, heu, les questions ne changeront pas de nature les systèmes vont probablement s'améliorer, mais sur le fond, on va retrouver ces difficultés, en lien avec, la cohérence, le caractère juste ou pas, des réponses. Est-ce qu'il y a des erreurs ou pas? Est-ce qu'il y a des hallucinations, puisqu'on les a appelées comme ça ou pas? Il y en aura juste moins et une moindre envie finalement de s'y atteler. Tout à fait. Et juste pour rebondir là-dessus, si quelqu'un voulait reprendre la méthode qu'on a mis en place pour tester, par exemple, les nouveaux modèles qu'on dit de reasoning, donc qui vous expliquent de manière assez détaillée la manière dont ils réfléchissent, entre guillemets, la question posée, et eux qui utilisent un autre moyen de sourcer l'information, je pense que ce qu'on a développé pourrait être utilisé comme base pour évaluer ce genre de système. Par exemple, si on posait les mêmes questions à un système qui est basé sur un reasoning model et sur de la recherche sur Internet, je pense que le travail qu'on a fait ici pourrait servir de base. Je pense, que justement le travail, qui va être, essentiel dans les années à venir, c'est le travail de développement de l'esprit critique, hein, chez les étudiants, pour leur permettre, justement d'avoir un œil aiguisé sur ces ressources et de poursuivre quand même, cette analyse qualitative en ayant une vision très claire de leur mode de raisonnement et de la raison pour laquelle ils peuvent, répondre à la question d'une manière assurée parce qu'ils ont suivi, une méthode, juridique qui leur permet d'accéder à la connaissance en fait de la réponse à apporter et non pas simplement parce qu'ils ont trouvé, à tel ou tel endroit différents éléments de réponse qu'ils ont compilés en un ensemble qui semble cohérent. Merci beaucoup Matteo Carnelluti, merci beaucoup Betty Kefelec. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net. À très bientôt.